merci à tous qui continuent à nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour parler du traitement de différents états de choc. Mais alors, j'aimerais demander à toute personne qui n'est pas encore abonnée de pouvoir s'abonner juste ici en bas. Et donc, qu'elle puisse s'abonner pour que nous puissions être encouragés et travailler beaucoup plus avec vous. Mais nous revenons aujourd'hui pour parler des différents traitements des états de choc. Comme vous le savez, la fois passée, nous avons parlé des chocs hypovolémiques, des chocs anaphylactiques, des chocs cardiogéniques, des chocs septiques. Et donc, ici, nous allons voir les différents traitements. Mais il y a quelque chose qu'il faut mettre à l'esprit. Dans tous les traitements, il y a certaines étapes qui sont beaucoup plus communes à tous les états de choc. Que ce soit pour les traitements symptomatiques ou les traitements étiologiques, il faut commencer d'abord par quelques conduites à tenir. D'abord, mettez l'abord veineux. On met l'abord veineux lorsque la personne est en choc. Il faut mettre ses jambes étendues, mais il faut faire attention s'il y a un cas de l'édème aigu du poumon. Là, il ne faut pas mettre les jambes en position surélevée, ce n'est pas du tout bien parce que ça peut aggraver l'édème aigu du poumon. Et donc, ce qui compte aussi dans tous les conduites à tenir, l'abord veineux, que j'ai dit, des 16 gauges chez l'adulte. Dans certains cas, il faut en mettre même 2. Et voilà, il faut voir la saturation en oxygène. Est-ce que la personne est en train de désaturer? Il faut voir et mettre le plus tôt possible en place une oxygénothérapie. Ça compte. Dans certains cas, il faut une ventilation assistée, surtout s'il y a détresse respiratoire. Et dans d'autres cas, il faut, comme par exemple en cas d'arrêt circulatoire, il faut bien sûr encore le massage cardiaque ainsi que la ventilation assistée. C'est très important. Alors, dans tous les cas, il faut surveiller, donc une surveillance intensive de la patiente ou du patient, ça dépend de votre cas. Alors, quand nous parlons des surveillances intensives, nous voyons le contrôle de la conscience, nous voyons la pulsation, nous avons la tension artérielle, nous avons les temps de recoloration capillaire, tout ça il faut voir. Même la fréquence respiratoire, donc les signes vitaux en général, même la diurèse, donc il faut aussi poser la sonde urinaire et donc surveiller toujours l'état de votre patient, voire même s'il y a de marbrures, surveiller si ça commence à disparaître. Donc c'est ça ce que j'ai à dire pour la petite introduction sur les traitements. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut avant de commencer à traiter d'une manière propre l'état de choc. Bien, maintenant nous allons parler de choc hypovolémique, donc une hémorragie. Si la cause est hémorragique, il faut traiter cette hémorragie. Voilà, merci beaucoup à tous qui se sont déjà abonnés juste ici en bas, merci beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande aussi de pouvoir les faire pour bien nous encourager. Alors, en cas d'une hémorragie, donc en cas d'un choc hypovolémique dû à l'hémorragie, les traitements sont un peu beaucoup plus particuliers. Commençons d'abord par un exemple. Vous êtes quelque part, vous voyez que l'accident se produit sur une moto et la personne est gravement blessée, il est en train de saigner. Ce qui compte, ce n'est pas de les ramener comme ça en saignant au sein d'une structure sanitaire, mais il faut garrotter ou bien comprimer l'artère qui est en train de saigner.
en attendant que l'on puisse arriver à l'hôpital pour assurer une hémostase chirurgicale que l'on puisse suturer. Et dès que l'on va arriver à l'hôpital, il faut que le personnel soignant puisse faire certains petits examens. Il s'agit de déterminer les groupes sanguins de la personne qui a subi l'accident. Vous savez, il ne faut pas transfuser n'importe comment. Il faut aussi faire des petits tests. Le sang à transfuser aussi doit être testé. S'il n'y a pas de virus à VIH là-dedans, s'il n'y a pas de virus à hépatite B, bon, et bien d'autres, s'il n'y a pas de paludisme pour ceux qui vivent dans des zones endémiques, même, il faut traiter s'il n'y a pas de syphilis là-dedans. Ok? Avant de transfuser, il faut faire ça. Alors, dès que on a déterminé les groupes sanguins, c'est bien. Et évaluer aussi si le patient a perdu quelle quantité de son sang. On peut transfuser si et seulement si l'on estime que le patient a perdu 30 à 40% de sa masse sanguine. Oui, ça c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, si l'on a estimé qu'il a perdu 25% de sa masse sanguine, là on transfuse aussi. C'est un peu comme ça se passe. Donc, l'objectif où la priorité, c'est de pouvoir, qu'est-ce que je peux dire, rétablir le plus rapidement possible l'état de la volémie, restaurer la volémie. Et donc, il faut poser de voies veineuses. Chez l'adulte, on pose 16 gauges, donc les cathéters, les 16 gauges des plus gros calibres. Et chez l'enfant, on peut poser même de 22, 24, ça dépend. Quelle solution faut-il perfuser avec? On peut perfuser avec le Ranger lactate. On peut perfuser avec le nacelle, les chlorures de sodium, 0,9%. On peut perfuser avec ce qu'on appelle le gélatine fluide, mais c'est gélatine fluide modifiée bien sûr. Il y a certaines personnes qui sont hypersensibles à ça, donc il faut faire attention. Alors, en ce qui concerne la transfusion avec le Ranger lactate ou les nacelles par exemple, il faut transfuser une quantité bien déterminée. On ne transfuse pas seulement pour transfuser, mais après avoir estimé que cette personne a perdu par exemple 2 litres de sang, vous allez donner 3 fois le volume de sang qu'il a perdu. Donc en perfusion, vous allez donner 6 litres par exemple de nacelle ou de Ranger lactate. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour les gélatines modifiées, il y a une différence qui n'est pas du tout facile. Si la personne a perdu, alors avec le même exemple, 2 litres de sang, on donne là 1,5 fois la masse sanguine qui était perdue. Si la personne a perdu 2 litres, vous donnez 3 litres de la solution de gélatine modifiée. Mais attention, il faut faire attention avec gélatine fluide modifiée. Bien. Ici, il faut voir les cas de certaines déshydratations. Oui, parce qu'il y a certaines déshydratations aiguës sévères qui sont dues à certaines infections, comme en cas de gastro-entérite sévère, soit bactérienne, soit virale. La personne peut être déshydratée. Même en cas de diarrhée aiguë sévère. Bon, tout cela peut entraîner la déshydratation et cela conduit à ce qu'on appelle choc hypovolémique. Donc, nous avons terminé avec choc hypovolémique qui est dû à une hémorragie. Là, il faut assurer l'hémostase. Donc,
il faut suturer et il faut rétablir la volémie en donnant soit les NaCl ou les chlorures de sodium, 3 fois les volumes sanguins perdus, ou on donne les gélatines fluides modifiées, 1 fois et demi les volumes sanguins perdus. C'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Très brièvement, c'est comme ça. Par rapport à ces chocs, qui est dû à une hémorragie, donc ces chocs hypovolémiques, il faut regarder. L'hémorragie a eu, a eu lieu dans quelles circonstances? Est-ce que c'était un accident qui a entraîné cette hémorragie? La personne peut être affectée par des germes tels que les Clostridium tetani qui peut lui donner le tétanos. Vous voyez ça? Donc, il faut se mettre toujours à la mémoire que dans des circonstances pareilles, n'oubliez pas surtout de donner le vaccin antitétanique. N'oubliez pas aussi de donner les sérums antitétaniques. Il faut voir, hein? Même dans les circonstances des IVG, les interruptions volontaires de la grossesse chez certaines femmes, on vous le ramène parce qu'il y a eu perforation utérine, on vous le ramène parce qu'il y a eu de mauvaises manœuvres. Il faut voir tout ça et traiter, donner les SAT, les VAT. Faites une antibioprophylaxie, donnez aussi les antalgiques dans tous ces cas. Donc tout ça, il ne faut pas oublier, même si on peut ne pas aller en détail, mais c'est très important. Mais alors, s'il s'agit de ce qu'on appelle la déshydratation aiguë sévère, qui est due à une gastro-entérite virale ou bactérienne, le traitement, c'est presque similaire, mais il y a des petites choses à mettre au point, parce qu'ici il n'y a pas d'hémorragie, ici c'est juste la déshydratation. En cas de diarrhée sévère aiguë, oui, il peut y avoir une hypovolémie. Donc là, nous allons traiter d'une autre manière. Maintenant, nous allons parler de l'hypovolémie, bien sûr, qui est due à une déshydratation. La déshydratation peut être aiguë et sévère. La cause de cette déshydratation aiguë sévère peut être due à l'infection bactérienne aiguë, une gastro-entérite bactérienne aiguë ou une gastro-entérite virale. Et donc, dans tous ces cas, tout comme aussi dans la diarrhée sévère aiguë, on peut avoir l'hypovolémie. Ok? Donc, ici, il faut voir, avant de traiter votre patient, regardez les tranches d'âge. Chez l'enfant qui a moins de 5 ans et chez l'enfant qui a plus de 5 ans, ainsi que chez l'adulte, les traitements, c'est différent. Les traitements sont un peu différents. Mais c'est dans le même ordre d'idées que se passent les traitements. Nous commençons par l'enfant de moins de 5 ans. Et après, nous allons parler de l'enfant qui a plus de 5 ans. Et chez l'adulte, comment est-ce qu'on traite son état d'hypovolémie due à une déshydratation. N'importe que ce soit la déshydratation aiguë sévère due à une infection bactérienne, tout ça, une gastro-entérite bactérienne ou virale, déshydratation qui peut être due aussi à la diarrhée sévère. Donc, chez l'enfant de moins de 5 ans, on regarde en 15 minutes qu'est-ce qu'on va donner. En 15 minutes, vous allez donner 20 ml de Ranger Lactate, 20 ml par kilogramme, pas seulement 20 ml, mais 20 ml par kilogramme. Si l'enfant pèse 20 kg, 20 ml fois 20 kg, 20 fois 20, ça fait une affaire de 40 et de 400. Et vous voyez qu'il faut donner 400 ml dans les 15 premières minutes du traitement de la déshydratation. Ok? Là, nous sommes ensemble. Voilà. Et si
les 15 minutes donc les 15 premières minutes du traitement, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de changement, on peut reprendre. Encore, on donne les mêmes 20 millilitres par kilogramme, donc 20 fois 20. Si l'enfant pèse 20 kg, on fait encore les mêmes 400 millilitres en 15 minutes. Ça fait une affaire de 800 millilitres, presque 1 litre en 30 minutes. Donc il faut les faire avec attention. En général, ça répond pour les 15 premières minutes. Sinon, on peut toujours reprendre. Et alors, pour le reste du temps, on va donner 70 millilitres par kilogramme pendant 3 heures. On prend toujours votre enfant de moins de 5 ans qui pèse 20 kg, si c'est pas un peu trop, c'est un peu trop, ou 15, prenons pour faciliter les petits calculs 20. Dans les 3 heures qui restent, vous allez donner 70 millilitres par kilogramme de Ranger Lactate. Vous allez faire juste les 70 multipliés par 20. Une affaire de 1400 millilitres que vous allez donner en 3 heures du temps chez cet enfant de moins de 5 ans. Ok? Bien. Et c'est comme ça qu'on traite, mais il faut voir aussi les autres signes cliniques. S'il faut traiter avec les antibiotiques pour voir comment améliorer l'état de la santé par rapport à l'étiologie. Donc c'est un peu ça. Il faut voir alors l'autre tranche d'âge là d'un enfant de plus de 5 ans et chez l'adulte. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner, dans les 30 premières minutes du traitement, on va donner 30 millilitres par kilogramme de Ranger Lactate. Vous voyez. Si, bon, on ne va pas avec les petits calculs pour ne pas prendre assez de temps. Donc, prenez 30 millilitres par kilogramme que vous allez donner dans les 30 premières minutes. Et par après, vous allez prendre 70 millilitres par kilogramme et vous allez donner également en 3 heures. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas très compliqué vraiment. Alors, ce sont des histoires qu'on se raconte, mais il faut les vivre pour bien les assimiler, pour bien les faire. Alors, pendant que l'on est en train de perfuser, il faut aider aussi ces patients, ces enfants ou cet adulte à boire non seulement de l'eau, oui, de l'eau c'est important, mais dans cette circonstance ici, il faut donner les sels de réhydratation orale. Alors, comment donner ces sels de réhydratation orale? Nous y allons. Voilà, donc comme je suis en train de le dire, il faut donner les sels de réhydratation orale à la personne qui est déshydratée. Et ici, il faut encore une fois voir le tranche d'âge. Ok? Si c'est l'enfant qui a moins de 2 ans, il faut une certaine quantité de sels de réhydratation orale. Si l'enfant varie entre 2 à 10 ans, il faut encore une certaine quantité de sels de réhydratation orale. Si l'enfant a plus de 10 ans ou si c'est un adulte, il faut encore une autre quantité. Donc ça varie suivant l'âge. On y va avec l'enfant qui a moins de 2 ans. Vous allez juste donner 50 à 100 millilitres après chaque sel. Après que l'enfant aille à sel et qu'il revient, donner les 50 à 100 millilitres. Si du moins l'enfant peut aller ou s'il le fait sur place. En plus, s'il s'agit d'un enfant qui varie entre 2 à 10 ans, la quantité va changer. Là, vous n'allez pas donner 50 à 100.
vous allez désormais donner 100 à 200 millilitres de sel de réhydratation orale à chaque fois que votre enfant ait fait, soit parti à sel. Tout en le perfusant, on donne les sels de réhydratation orale. C'est comme ça qu'on restaure la volémie, qui a une déshydratation. Si l'enfant a plus de 10 ans ou c'est un cas de l'adulte, vous n'allez pas donner 50 à 100 ou 100 à 200, vous allez désormais donner 200 à 250 millilitres de sel de réhydratation orale. Mais si c'est un enfant qui est malnutri, la quantité de seau devient beaucoup plus importante. Mais après tout, il faut laisser à votre patient boire autant qu'il le peut. Ok? Mais minimum, ces quantités que nous venons de citer ici. Alors, chez les enfants qui ont moins de 5 ans, il y a un grand risque qui peut leur arriver. Ces risques, c'est d'avoir la récidive de la diarrhée dans les 2 à 3 mois après l'épisode en cours. Et pour éviter cette récidive dans les 2 à 3 mois qui vont suivre, il faut donner une molécule, le sulfate de zinc. Le sulfate de zinc par voie orale, Péros. Chez l'enfant de moins de 5 ans. Et vous allez voir que ce soit chez l'enfant de 1 mois, donc de 0 à moins de 6 mois, il faut donner 10 mg de sulfate de zinc Péros, soit en demi-comprimé, ça se donne pendant 10 jours. Ok? Et vous allez faire le même traitement pendant, pas les mêmes disons, mais le même nombre de jours de traitement. Donc 10 jours avec le même molécule, le sulfate de zinc, chez votre enfant qui a 6 mois à 5 ans. Tout ça, c'est pour éviter la récidive, ainsi que pour réduire la sévérité de la diarrhée. Donc, la récidive dans les 2 à 3 mois qui vont suivre et réduire la sévérité de la diarrhée. C'est très important de donner par voie orale une molécule de sulfate de zinc. Chez l'enfant de 6 mois à 5 ans, là, on donne juste un seul comprimé de sulfate de zinc par voie orale pendant 10 jours. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire en rapport avec la déshydratation. Et n'oubliez pas tout ce que nous avons dit en rapport avec l'hypovolémie qui est due à une hémorragie. Tout ça, n'oubliez pas, vous pouvez toujours remettre la vidéo en arrière pour saisir. Et s'il y a des remarques à faire, vous pouvez les faire. Mais toutefois, nous pouvons passer à d'autres traitements, des autres chocs, dont le choc anaphylactique. C'est important d'en parler. Même le choc septique. Voilà. Nous allons d'abord parler du choc anaphylactique. Voilà donc, mes amis, merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner ici en bas. Et c'est très important. Merci pour ceux qui continuent à nous suivre jusqu'à présent. Maintenant, nous allons parler de la réaction anaphylactique sévère. Réaction anaphylactique sévère, c'est très important d'en connaître aussi parce que vous pouvez avoir ces cas qui ont l'air signes cliniques, une chute rapide de la pression artérielle, la tachycardie, les érythèmes, donc il y a des signes de manifestations cutanées, les urticaires, les édèmes pharyngolaryngés peuvent se présenter.
la dyspnée, les bronchospasmes, vous voyez tout ça, des signes donc des manifestations respiratoires. C'est présente. Ok? Mais pour les traiter, gardez d'abord venue en place pour donner certaines molécules. Regardez d'abord la cause, cherchez la cause. Est-ce que votre patient aurait pris de la pénicilline qui a entraîné une réaction anaphylactique? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont hypersensibles à la pénicilline, il y a certaines personnes qui sont hypersensibles à certaines molécules que je ne saurais pas citer ici. Même à la solution des transfusions telles que les gélatines fluides modifiées, il y a certaines personnes chez qui nous pouvons avoir une réaction d'hypersensibilité, une anaphylaxie sévère. Donc, il faut voir tout ça. Certains aliments, on a mangé tel ou tel autre aliment sans entraîner une anaphylaxie grave qui en causé une hypotension et tous les autres signes, vous voyez ça. Voilà. Gardez d'abord venue en place. Cherchez de l'adrénaline en cas d'une hypotension sévère, surtout pour l'administrer. Et cette adrénaline, donc l'épinéphrine, c'est comme ça qu'on l'appelle, on l'administre surtout dans 3 cas. En cas d'une chute sévère de la pression artérielle, en cas de l'œdème pharyngo-laryngé, on l'administre. Même en cas de déficience respiratoire, donc des difficultés respiratoires, on l'administre. Et si cette difficulté respiratoire persiste, on peut donner du salbutamol 10 bouffées pour permettre à ce que on puisse avoir une bonne hématose. Ok? Alors, pour administrer de l'épinéphrine, on peut utiliser soit une solution non diluée, soit une solution diluée. Vous pouvez diluer votre épinéphrine, ou tout comme vous pouvez ne pas le diluer. On peut prendre, pour la solution non diluée, 1 mg d'épinéphrine par millilitre que l'on donne, donc là c'est non dilué. On donne chez l'enfant, on regarde encore une fois les tranches d'âge. Chez l'enfant de moins de 6 ans, on donne juste 0,15 ml. Et ça, je signale, on prélève ça avec le seringue de 1 ml gradué en centième de millilitre. Il y a ces petits seringues là. 1 ml. D'accord? 1 ml, un seringue de 1 ml gradué en centième de millilitre. Là, on prélève alors 0,15 ml que l'on va injecter chez l'enfant de moins de 6 ans. Ok? Et si nous avons l'enfant dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, on va l'injecter 0,3 ml seulement de cette épinéphrine non diluée. Si vous avez un adulte ou même un enfant de plus de 12 ans, vous allez l'injecter 0,5 ml. Ok? 0,5 ml de cette solution non diluée de l'épinéphrine. Au cas où l'on n'a pas cette seringue de 1 ml graduée en 1 centième de millilitre, vous allez diluer 1 mg d'épinéphrine dans 9 ml de NaCl, 0,9%. Au total, vous allez avoir 10 ml. Quand vous calculez, vous allez donc avoir une solution d'épinéphrine
de 0,1 mg d'épinéphrine par millilitre de NaCl 0,9%. Et c'est par là que vous allez voir les tranches d'âge de votre enfant. Si par exemple votre enfant, votre patient, à moins de 6 ans, vous allez donner 1,5 ml de cette solution diluée d'épinéphrine. Si l'enfant varie entre 6 et 12 ans, on donne 3 ml. Si l'enfant varie entre 12 ans et plus, chez l'adulte, donc on va donner 5 ml de cette épinéphrine diluée. Donc c'est pas très compliqué. Parallèlement, qu'est-ce que nous avons à dire? Parallèlement à l'administration de l'épinéphrine. Donc, contrairement à l'administration de l'épinéphrine, il faut effectuer ce que l'on appelle le remplissage vasculaire rapide par des solutions courantes, les rangères lactate 0,9%. Là, chez l'adulte, on donne 1 litre à un débit libre. Et chez l'enfant, on va donner 20 ml par kilogramme. C'est très simple à calculer. Vous pouvez les renouveler si nécessaire. Bien, s'il n'y a pas d'amélioration, on peut répéter l'injection de l'épinéphrine en intramusculaire. Et puis, on peut voir toutes les 5 à 15 minutes, on répète jusqu'à voir l'amélioration, mais il faut faire attention pour ne pas dépasser certaines doses. En cas de persistance des chocs après les injections d'épinéphrine, qu'est-ce que vous allez faire? Passez en IV, en intraveineuse. Et passer en intraveineuse, l'administration de l'épinéphrine nécessite la seringue électrique. La seringue électrique. D'accord? Ici, on va utiliser donc une solution diluée d'épinéphrine. Donc 0,1 mg d'épinéphrine par millilitre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, donc 1 mg d'épinéphrine dans une solution de 9 ml de NaCl. Chez l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner 0,1 à combien? À 1 microgramme, d'accord? Par kilogramme par minute. Et chez l'adulte, on va donner 0,05 à 0,5 microgrammes par kilogramme par minute. C'est comme ça que ça se passe. Nous n'allons pas répéter trop, vous pouvez toujours rentrer derrière pour suivre la vidéo et ça va vraiment rentrer dans la mémoire. Et dès que vous allez rencontrer ces cas de choc, d'une réaction anaphylactique sévère, vous allez facilement traiter avec cette molécule vendue presque dans toutes les pharmacies, l'épinéphrine, l'adrénaline, et vous allez sauver la vie de gens. Bien sûr, soyez un corps médical. Ok? Bien. Alors, imaginez-vous si vous n'avez pas la seringue électrique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas laisser la patiente ou le patient mourir. Alors que l'épinéphrine est là. Vous allez diluer. On va diluer cette épinéphrine là. Mais il faut bien contrôler. Quand vous envisagez la dilution de l'épinéphrine dans la perfusion, il faut peser les risques qui sont liés à cette méthode-là de dilution. Quand vous diluez ça, il faut diluer, regardez donc les risques tels que la dose risque d'être insuffisante ou même pouvait entraîner une bolus accidentelle. Il faut donc surveiller étroitement pour
éviter que même les débits ne puissent changer. Hein. Donc, que l'infirmière ou vous-même surveillez d'une manière stricte afin de ne pas modifier cette perfusion qui contient de l'épinéphrine. Nous allons prendre un exemple chez l'adulte, un autre exemple chez l'enfant que nous allons un peu étudier ici. Chez l'adulte, vous allez diluer 10 ampoules d'épinéphrine que vous allez diluer dans 1 litre, s'il vous plaît, de sérum glucosé 5%. D'accord? Dilué dans ces 1 litre. Alors, vous voyez quand vous diluez 10 ampoules de 1 mg dans 1 litre de sérum glucosé 5%, ça vous fait directement 10 mg d'épinéphrine. Or, regardez, 10 ampoules de 1 mg correspond à 10 000 microgrammes, d'accord? 10 000 microgrammes. Et regardez les 10 000 microgrammes d'épinéphrine que vous avez dilué dans 1000 millilitres de NaCl ou de sérum glucosé 5%, ça va vous donner 10 microgrammes par chaque millilitre. D'accord? C'est très simple. Et la dilution des 10 ampoules d'épinéphrine dans 1 litre de NaCl, 0,9% de glucosé 5%, qui vous donne alors 10 microgrammes par millilitre. Vous allez le prendre, vous utilisez un perfuseur classique de l'adulte. Et quand on utilise un perfuseur classique, 20 gouttes vont constituer 1 millilitre. Vous voyez ça. Et c'est par là qu'il faut commencer d'abord par 0,1 microgramme par millilitre par minute chez l'adulte. Et vous allez augmenter donc lorsqu'on traite. 1 millilitre avec un perfuseur classique, ça va donner 20 gouttes chez l'adulte. Donc on utilise le perfuseur classique. Chaque 20 gouttes de perfuseur classique, ça constitue 1 millilitre. Nous mettons d'abord une petite pause, nous passons chez l'enfant pour voir ce qui se passe. Chez l'enfant, on ne dilue pas 10 ampoules de 1. Donc, non, on ne fait pas ça. On dilue une ampoule seulement d'un 1 mg dans 100 quoi, disons, dans 100 ml d'une solution glucosée 5%. Et donc, ou dans le 100 ml toujours d'une solution NaCl 0,9%. Donc, quand on dilue une ampoule de 1 mg d'épinéphrine, ça va nous donner 1000 microgrammes d'épinéphrine qu'on a dilué dans 100 millilitres d'épinéphrine, donc de NaCl 0,9% ou de glucosé 5%. Là, quand vous avez dilué les 1000 microgrammes, donc les 1 mg là, une ampoule, dans les 100 millilitres, vous aurez encore une fois, très logique, 10 microgrammes par millilitre. Et chez l'enfant, on va utiliser un perfuseur pédiatrique de précision d'ailleurs. Là, ça change. 1 millilitre avec le perfuseur pédiatrique chez l'enfant, on va avoir 60 gouttes. Donc pour 1 millilitre, on a 60 gouttes avec le perfuseur pédiatrique. Et quand vous regardez très bien, quand vous prenez
1 millilitre de cette solution-là que vous avez diluée. Vous allez donc avoir 10 microgrammes. Ok? Et comment vous allez les donner chez l'enfant? Chez l'enfant, vous allez prendre 0,1 microgramme par kilogramme par minute. C'est comme ça qu'on traite. Tout comme chez l'adulte. On commence aussi avec la même dose, 0,1 microgramme par kilogramme par minute. Voilà, ça c'est là. Bon, ça c'est lorsque on a dilué. Chez l'adulte, par exemple, de 50 kg, comme dans 1 millilitre, nous avons 10 microgrammes, donc dans 0,01 millilitre, nous aurons les 0,1 microgrammes. Ok? Donc, chez un adulte de 50 kg, vous allez prendre les 50 kg multiplié par 0,01 millilitre, d'accord? Qui l'on a dans ce 0,1 microgramme. Je crois que c'est compréhensible. Donc, quand on fait ça, faites des petits calculs et vous allez trouver le nombre de gouttes. D'accord? En faisant 0,01 fois 50, vous allez trouver juste 0,5 millilitres par minute que vous allez donner. Or, dans 1 millilitre avec le perfuseur classique chez l'adulte, on a 20 gouttes chez l'adulte. Hein? Ça, c'est 1 millilitre. Or, vous allez donner 0,5 millilitres. Donc, 1 demi millilitre. Vous allez diviser les 20 gouttes par 2 pour avoir 10 gouttes par minute. C'est ça, les 0,5 millilitres par minute. D'accord? Tandis que chez l'enfant, vous allez prendre, sans beaucoup faire de détails, 0,1 multiplié, prenons l'enfant de 10 kg, 0,1 multiplié par 10, ça va donner 1 microgramme par minute. Ok? De l'épinéphrine. Donc, c'est pas du tout compliqué. C'est ce qu'il faut faire. Donc, et chez l'enfant, et chez l'adulte, on commence d'abord par 10 gouttes par minute de cette solution d'épinéphrine diluée pour restaurer son état, qu'est-ce que je peux dire, pour remédier à ces problèmes de choc anaphylactique. Bien, c'est un peu ça ce que je peux dire pour le choc anaphylactique. Mais toutefois, chez l'adulte, on peut aller jusqu'à 20 gouttes par minute, 30, la limite c'est 100 gouttes par minute. Donc il faut voir l'évolution de sa pression artérielle, son amélioration. Donc l'amélioration de l'état clinique, c'est très important. Merci à vous d'avoir suivi. Je dis merci aussi de tout cœur à ceux qui se sont déjà abonnés. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Nous espérons que pour la prochaine fois, nous allons terminer cette partie sur les traitements des états de choc, parce que nous reste les traitements sur les chocs cardiogéniques ainsi que les traitements sur les chocs septiques. Et ciao, à plus tard.